Bienvenue sur Life Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Life Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Aujourd'hui, on va parler d'événements responsables, car vous le savez sûrement, j'ai envie que ce podcast vous permette de découvrir des initiatives positives qui vont dans le sens d'une filière événementielle globalement plus responsable et qui limite son impact environnemental. Je me suis donc posé la question du lieu de son événement. Quelle part prend-il dans cette démarche responsable ? Est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'organisateurs d'événements, attendre ou demander à un lieu qu'il soit en cohérence avec notre politique RSE ? Pour répondre à cette question, j'ai invité Sophie Krebs, que j'ai rencontrée en 2020 à l'occasion du lancement de son lieu éco-responsable Pépite Paris et qui m'avait déjà à l'époque parlé avec passion de son engagement sur le sujet. Bonjour Sophie. Bonjour Agathe, merci de cette invitation sur le live nomade de Live Stories. Alors oui, les auditeurs ne nous voient pas, malheureusement, mais nous sommes ici chez toi, donc chez Pépite Paris. Est-ce que déjà, tu peux nous décrire un petit peu cet endroit ? Alors Pépite Paris, c'est à la fois une agence et un lieu engagé. Donc concrètement, nous proposons des team building et des espaces pour y accueillir des clients, pour des réunions, des séminaires et surtout des ateliers de cohésion d'équipe. Nous avons 2 lieux mitoyens au pied de la Fontaine Saint-Michel, donc très central, et des lieux qui sont joliment aménagés, modulables, pour accueillir jusque 35 invités. Et concrètement, ça fait 3 ans déjà, 750 événements organisés, dont une partie en ligne. Et à l'époque, j'avais suivi les formations digital pour être à la hauteur de cet événementiel à distance. Et donc voilà, l'aventure continue et de nouveau en présentiel. C'est vrai que bon, on a plaisir à se retrouver quand même. Donc ça, c'est la partie factuelle. Voilà. Maintenant, je sais que quand tu t'es lancé dans ce projet, dès le départ, tu avais cette envie spécifique pour ce lieu et ce projet d'être un lieu événementiel responsable. Mais d'où t'es venue cette idée ? Ça a commencé comment ? Alors moi, j'ai un parcours de directrice marketing et digital dans d'abord des grandes sociétés et puis de plus en plus dans des plus petites structures, en finissant par La Belle Assiette, un site de chef à domicile. Et donc, j'ai organisé beaucoup d'événements food pour faire connaître la marque et le service. Et donc, j'ai eu des crushs professionnels avec des chefs hyper talentueux qui, pour le coup, méritaient d'être bien mieux mis en avant et de gagner plus aussi leur vie. Et en étant une directrice marketing, manager et en ayant eu pas mal d'équipes sous moi, j'avais envie d'utiliser leur talent pour organiser des team building bien conçus, bien engagés. Et donc, du coup, ça m'a donné l'occasion de mettre à profit à la fois le réseau de mes anciens collègues et puis le réseau de mes chefs talentueux sur Paris. Donc, j'ai eu envie d'avoir un lieu pour les accueillir et un lieu qui accueille non seulement pour les team building, mais aussi des réunions. D'où ce lieu Pépite Paris. Voilà. Et comme j'avais fait un coaching en parallèle, j'ai voulu que ce soit aligné avec mes valeurs et donc c'était nécessairement engagé et solidaire. D'accord, donc du coup, tu t'es mis à la recherche de ce fameux lieu de vie. C'est ça, j'ai un cahier des charges avec une 30aine de cases à cocher. Et quand j'en ai vu 28 après une 20e visite, et du coup, je me suis dit que c'était là où nulle part, pour le coup. D'accord, et c'était déjà un lieu événementiel ici ? C'était une ancienne parfumerie abandonnée depuis 2 ans, avec la porte d'entrée cassée parce que défoncée par une voiture, avec des volets jaunes poussins et des portes battantes. Et il n'y avait même pas de toilette, il y avait un trou qui menait directement aux égouts. Donc il y avait du potentiel, mais... Il y a eu un peu de travail. Voilà. D'accord, donc on n'était pas encore effectivement dans un lieu responsable, parce que je sais qu'effectivement sur Paris, on a beaucoup de très beaux lieux, des lieux historiques. Par contre, au niveau bilan énergétique, c'est pas des BBC, donc bâtiments basse consommation, ils sont pas HQE, haute qualité environnementale. Donc du coup, tu fais comment quand tu pars d'un existant pour justement en faire un lieu responsable ? Alors, c'est une stratégie au long cours, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire très facilement en tant que locataire, d'autres qui sont plus compliquées. Ouais. C'est très coûteux aussi.
Mais on peut faire des choses. Donc concrètement, j'ai investi plus de 80 000 € en travaux d'aménagement, de remise en état, etc. Okay. Soit parce que j'ai fait appel à des prestataires qui travaillent bien, mais aussi parce que j'ai investi dans des matériaux durables, fabriqués en France. Et toute cette logique-là que je voyais vraiment comme un investissement plutôt que comme des charges, et du coup, ça participe à rendre ce lieu vivable. Et on parle de bien-être au travail, de confort acoustique, lumineux, etc. C'est une démarche que j'ai engagée dès le début et que j'ai peaufiné. Donc, au départ, c'était très beau, très joli. Et puis, j'ai fait changer la devanture principale parce qu'il y avait un pont thermique et que phonétiquement, je voulais que ce soit mieux. Et puis, j'ai fait ajouter des panneaux acoustiques en coton recyclé dans l'atelier pour éviter les réverbérations et que le confort acoustique soit mieux. Donc, petit à petit, on peut aller très loin finalement dans l'aménagement du lieu et dans l'alignement éco-responsable qu'on avait en tête dès le début. Ça prend un peu de temps, ça prend de l'argent, mais ça a du sens. C'est dans les choix effectivement des matériaux, dans les choix des prestataires. Tu me disais aussi que, par exemple, il y avait des panneaux acoustiques qui étaient en t-shirt recyclé. Il y a eu plein de petites choses que tu as été chercher, qui étaient vraiment dans cette option d'être plus responsable dans les choix que tu faisais. Ouais, typiquement, les gradins modulables que j'ai dans la salle de réunion, ils sont forcément faits en bois recyclé. Les portes de cuisine que j'ai dans ma cuisine, elles sont faites en bouteilles d'eau recyclées également. J'ai installé dès le début une fontaine à eau. Donc ça a structuré aussi l'aménagement de ma cuisine parce qu'on est sur du zéro plastique. Donc pas de bouteilles d'eau ou de coca ici, ça marche pas. Il n'y a que du verre et du recyclable. D'accord. Et donc tout ça, c'est assez structurant dès le début. Mes plans de travail, ils sont en corian. Le corian étant une matière assez noble, mix entre de la céramique et de la résine, qui est durable, qui résiste au chaud, au froid, aux rayures, et qui en plus fait de super belles photos. Donc en cuisine, c'est l'idéal, mais ça coûte 3 000 € par planche. Oui. On est loin des 150 € chez Ikea, quoi. C'est ça. Donc il faut juste l'anticiper dès le début et que ça fasse partie du business plan. Mais ça se révèle un bon choix sur le long terme. Comme aujourd'hui, quand on s'achète des fringues fast fashion versus un t-shirt, le t-shirt propre bien coupé, ça n'a pas le même usage sur la durée, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que pour l'événementiel, c'est un peu pareil. C'est-à-dire de faire des choix éclairés. C'est cette fameuse règle des 3 R, c'est-à-dire refuser, réduire et recycler pour justement arriver à avoir une démarche plus responsable. Donc, une fois que, j'imagine, ton lieu était prêt à accueillir au quotidien des événements, c'est quoi les bonnes pratiques que tu pourrais justement recommander à tous ceux qui cherchent des lieux événementiels ou qui ont des lieux pour justement arriver au quotidien à avoir une gestion plus responsable? Je pense par exemple à la gestion des déchets peut-être. Alors la gestion des déchets, c'est assez chouette et assez stimulant de l'utiliser comme levier pour parler d'éco-responsabilité et de durabilité avec les clients parce que c'est rentré un peu dans l'univers commun. On ne sait pas forcément si on trie bien, puis ça dépend des fois des municipalités, mais pour le coup, la gestion des déchets fait partie de notre discours d'accueil, avec du tri certes, mais du tri aussi et du compost. Donc quand on est sur Paris, les composts municipaux, ils sont quasi inexistants. Là, il faudrait aller à la fac à côté à Jussieu et se faire passer pour un étudiant pour accéder au compost du coin. D'accord. Donc nous, on a préféré prendre une solution qui est certes payante, mais qui finance un écosystème qui est en train de se mettre en place. Et donc on passe par Vplush, qui tous les vendredis à 14h, donc ils viennent récupérer les déchets organiques de la semaine dans des caisses bleues avec des sacs qui sont compostables eux-mêmes. Et ils vont même jusqu'à recycler tous les légumes, les petits os, etc. Donc en fait, et même les boîtes d'œufs. Donc grosso modo, il y a une grosse démarche de réutilisation. Et donc, ils viennent les chercher en vélo cargo électrique. Ils nous donnent des caisses vides à la place. Et une fois par mois, on reçoit le terreau qui a été généré par les déchets organiques qu'on leur a apportés. Terreau qu'on utilise pour nos ateliers de fleurs. Donc, du coup, comme tu disais, c'est la 3e partie du R dont tu parlais. On recycle et on réutilise. C'est ça. Ok. Du coup, oui, c'est assez vertueux parce que là, le compost est créé grâce aux épluchures. Parce que tu me disais que tu fais aussi des team building sur la partie cuisine. Ouais. Donc tout ça. Et là, le compost, c'est une fois qu'on a utilisé les épluchures qu'on n'a pas mangées en chips, c'est celles qui ont été utilisées et rincées dans les bouillons. Donc c'est la 3e vie de l'épluchure pour le coup. C'est vraiment ce qui reste à la fin. Ça représente mine de rien entre 30 et 50 kilos par semaine. Donc c'est assez énorme. Et on en génère un tiers de terreau derrière. Parce qu'une fois que l'eau est évaporée et que tout est broyé, ça fait quand même un tiers de matière en or utilisable. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont activables sur Paris. Ouais. Et qui donne aussi un prétexte pour discuter avec les clients de la démarche dans laquelle on est engagé.
Et donc, c'est une porte d'entrée qui est assez facile et qui permet d'aller plus loin et qui permet d'enclencher la discussion. Mais la communication, je pense que c'est une vraie clé aussi avec les personnes qu'on accueille sur son lieu, l'ensemble des participants, ses clients, pour justement les sensibiliser à la démarche, qu'ils comprennent et quelque part qu'ils soient un peu engagés, partie prenante de ces choix-là. Mais on en parlera tout à l'heure. Je crois que tu as pas mal d'actions justement sur ça. Donc là, on a parlé des déchets. Est-ce qu'il y a d'autres actions par rapport à la restauration, par exemple ? Ouais, alors la restauration, ça concerne tous les lieux, avec souvent la plupart des lieux qui font appel à des traiteurs. Donc, c'est pas si facile que ça de sourcer les bons traiteurs et d'avoir des prix qui soient acceptables pour les clients. Donc, on a fait un gros travail le mois dernier de sourcing de traiteurs, notamment parce qu'on travaillait avec un chef à domicile qui a fermé boutique pendant le Covid. D'accord. Et du coup, qui nous faisait des produits frais, etc. Et donc, il a fallu trouver des alternatives. Et il y a des super belles propositions de valeur, des fois qui ne sont pas forcément acceptables en termes de prix. Et en même temps, il faut toujours payer le juste prix. Donc nous, on a choisi de faire beaucoup de tests et dans notre sélection d'être très précis et très juste sur non seulement ce qu'on a dans l'assiette, mais aussi d'où ça vient et qui est-ce qui le fait. Donc dans une démarche où on veut aussi que le comité de direction soit paritaire et que ce soit pas forcément un grand groupe et que ce soit plutôt des entrepreneurs et qu'il y ait une démarche engagée et sociale pour les collaborateurs qui sont en cuisine, par exemple. Donc, du coup, ça prend un peu de temps. Là, vous allez assez loin dans la compréhension de vos prestataires. Voilà, c'est ça. Et donc, on a aussi nos chefs qui viennent œuvrer. Et pour le coup, pour tous nos ateliers culinaires ou quand c'est nous qui préparons avec les chefs pour les clients, il y a toujours un sourcing bien précis. Et donc, on a pour ça, effectivement, sélectionné des acteurs locaux, principalement du marché. Donc, vous connaissez peut-être Au Bout du Champ. Donc, c'est une coopérative avec 5-6 boutiques sur Paris et des légumes qui sont cultivés à moins de 150 km du centre de Paris. D'accord. Et qui sont récoltés et mis sur étal le lendemain ou le surlendemain. Et donc ça, on est forcément sur du saison. Et donc la seule exception étant les citrons de Menton, parce qu'il n'y a pas de citron dans la région parisienne. Donc c'est plus compliqué. On va un peu plus loin pour les citrons. On travaille avec Terroir d'Avenir, donc rue du Nil. C'est un peu loin, mais on est content d'y aller parce que leurs poissons et leurs viandes sont magnifiques. Et pour le coup, quand on parle de poissons, c'est une pêche responsable, pêchée à la ligne, à Saint-Jean-de-Luz. Et donc, enfin, voilà. Et ça n'a rien à voir dans l'assiette. Et donc c'est aussi notre travail en termes de restauration et puis d'atelier culinaire, de montrer aux clients que quand on a bien sourcé les produits, ils ne réduisent pas de moitié dans l'assiette. Ils sont bons, on en est fiers, on les cuisine autrement et on peut manger moins de poisson et moins de viande, mais mangeons mieux. Et même si c'est plus cher, au moins, en tant qu'entreprise, moi, ça me donne le sentiment encore une fois, d'être dans un cercle vertueux où on amorce le système et le cercle vertueux fait que ceux qui travaillent bien sont rémunérés à la juste valeur. D'accord. Et derrière, la filière, elle s'organise et elle peut se développer. Oui. Si on leur donne pas leur chance, c'est mort. Et donc, on finira par... Non, c'est pas possible. Je veux pas même pas en parler. J'ai le choix de pas le faire. Voilà, c'est ça. On parle pas mal sur la partie traiteur des dons de restes alimentaires. C'est quelque chose que vous avez mis en place chez Pépite ? Alors, spontanément, depuis 3 ans, on donnait pas mal de restes à David, qui était notre petit SDF du quartier, qui habite dans le coin et qui, là, en ce moment, pendant l'hiver, est bien hébergé par une association. Et après, on a des activités plus structurelles où on produit plus exprès. Et donc là, ça fait partie de la proposition de valeur de Pépite de dire quand on fait des tartelettes végétales et solidaires, on en fait 3 fois plus parce qu'il y en a une qu'on mange et 2 qu'on donne. D'accord. Quand on fait des savons solidaires dans le cadre de nos activités, c'est pareil. On fait des savons, on en garde un parce qu'on est fiers, on veut le montrer à la maison, et les autres, ça sert aux femmes sans abri et donc du coup, les savons sont mis dans des boîtes qui sont données aux femmes qui habitent dans la rue et qui ont besoin de produits pour leur hygiène au quotidien. Donc il y a vraiment une démarche de don, pas seulement d'ailleurs sur l'alimentation. Oui, c'est pas des restes, c'est même d'aller plus loin. C'est faire sur demande et c'est pas forcément donner ce qui reste et qu'on n'a pas consommé ou qu'on a laissé sur le bord de l'assiette. C'est pas la logique. Oui, et je pense qu'effectivement, les participants qui sont acteurs à ce moment-là se disent, bah voilà, je fais en même temps, je passe un bon moment avec mes collègues, j'apprends des choses et en même temps, j'ai un acte où j'ai de l'impact socialement grâce à mon activité ludique proposée par ma société. Statistiquement, on se rend compte que quand il y a des maraudes comme ça qui sont organisées dans le cadre d'une activité, sur 20 personnes, il y en a 1 ou 2 qui participent à la maraude avec les associations locales le soir. Donc il y a vraiment une notion de quand on donne le pouvoir ou l'initiative, et quand on la présente aux collaborateurs, et du coup les collaborateurs sont engagés et ils le font avec plaisir. Il n'y a personne qui les oblige. La plupart rentrent chez eux, mais ceux qui veulent, ils peuvent rejoindre la maraude. Et donc c'est hyper chouette. Et encore une fois, c'est un sujet de discussion, d'ouverture. Et quand on parle d'alimentation, on sait qu'on
il y a un beau défi sur le sujet. Et dans les salons, les gros salons, etc., même les CIRA, il y a tellement de déchets. C'est effarant. Mais c'est en train de bouger, j'espère. C'est une bonne chose déjà de se dire qu'au niveau d'un lieu comme le tien, qui n'est pas un palais des congrès, mais il y a déjà plein de choses qui sont faites. Et peut-être que des lieux plus importants, plus gros, peuvent s'inspirer aussi d'actions comme tu peux en parler aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils nous écouteront et qu'ils prendront de la graine sur certaines choses. À votre dispo. On en parle quand vous voulez. Et autre sujet assez clé en ce moment, et ça touche particulièrement les lieux, c'est la question de l'énergie. Du coup, est-ce que toi, ça a un impact aussi par rapport à tout ce qu'on entend en ce moment et par rapport à tes choix responsables? Alors, depuis le premier jour, j'avais fait le choix d'avoir une énergie 100% verte. Donc, j'étais passée par la coopérative Enercop. D'accord. Et pour diverses raisons, j'ai changé pour aller sur Planète Oui, qui a été racheté par Mint. Donc, il y a quand même pas mal d'acteurs sur la place. Il se trouve que dans le cadre du contexte énergétique assez tendu et des risques de coupure, j'ai eu plusieurs échos de copains hyper impliqués en termes d'énergie verte, qui ont des sociétés qui sont conseils sur le sujet et qui, pour le coup, m'ont recommandé de basculer temporairement sur EDF juste pour avoir l'assurance que mon énergie ne serait pas coupée. D'accord. Parce qu'il y avait des risques de faillite et de déperdition. J'ai reçu 7 ou 8 mails de mines qui me disaient « Attention, vous êtes vraiment sûr de rester parce qu'attention, votre facture énergétique va prendre 600 € par mois. Êtes-vous vraiment sûr ?» Et donc, au bout de la 6e, il y a quand même une anxiogénéité assez forte. Et le boulot d'une agence ou d'un lieu événementiel, c'est quand même de faire survivre sa boutique. C'est ça. Et là, je ne pouvais pas, en plein atelier culinaire, me dire « Désolé, on arrête la cuisson, ça ne marche pas, ou pas de chauffage, ou pas d'atelier. » Et en fait, mon business model était trop fragile pour que je prenne ce risque-là. Donc là, dès que les beaux jours arrivent, et donc aujourd'hui était une belle journée, demain il fera encore froid, mais dès que les beaux jours arrivent, je rebascule direct sur Mint. Et c'était juste c'était pas un divorce, c'était juste une petite escapade, un petit pas de côté, mais qui économiquement n'était pas viable autrement. Donc, je repasse sur une énergie verte à 100%. C'est vrai et je paye 30% de plus avec grand plaisir. C'est pas un sujet. D'accord. Est-ce que, justement, à l'échelle de ton lieu, tu as d'autres conseils et d'autres recommandations ou d'autres pistes de réflexion? Parce qu'on parle beaucoup d'impact environnemental, donc le côté éco-responsable, mais il y a aussi le côté sociétal par rapport, par exemple, à l'accessibilité. Ouais. Comment ça se passe du coup sur ton lieu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pris en compte? Typiquement, j'ai une structure de bâtiment qui fait qu'on ne peut pas faire un angle à 30 degrés avec les 2 marches que j'ai chez moi. Mais j'ai des solutions et donc du coup j'ai acheté d'ailleurs pour tout l'hôtel du coin, l'opticien d'à côté, etc., une grande planche qui permet avec un angle suffisamment long, etc., pour que les fauteuils roulants puissent rentrer chez Pépite, mais à l'hôtel d'à côté, mais également chez l'opticien. Et donc, ils sont tous au courant que j'en ai fait l'achat et que c'est à leur disposition si besoin. Donc ça, c'est un premier truc. Et puis, quand il y a des ateliers comme ça, comme je suis toujours en contact avec les managers au moment du devis, tout ça se fait, ça s'anticipe et on accueille différemment. Donc, dans ces cas-là, on fait des ateliers de cuisine dans la salle de réunion. Et il y a juste une personne qui va mettre dans le four et c'est fini. Et donc, je ne veux pas, moi, qu'il y ait 2 traitements différents. Et donc, on ajuste. Et c'est le même traitement pour tout le monde, mais avec tout ce qui est opérationnellement ajusté, effectivement, pour être inclusif et permettre à tous de se sentir bien et chez eux. Et avec cette notion de local et d'entraide locale, c'est assez chouette aussi à vivre, pour le coup. Et tu me parlais également par rapport au numérique. Ouais. Que tu avais aussi des actions par rapport à ça, parce que tu vas assez loin du coup dans ta démarche. Alors, c'est assez fréquent maintenant, et nous, on l'assume très bien, d'avoir dans notre signature de mail un petit nota bene en dessous qui dit « Désolé, cette signature n'est pas très jolie, il n'y a pas d'image, mais en faisant ça, ça évite 11 kilos de consommation d'énergie pour rien, parce que la signature n'est pas lourde. Faisons un petit geste pour l'environnement et merci de le partager. » Ça, c'est un premier truc, ça se voit de plus en plus, et j'espère que ça va se propager, parce qu'on en envoie un nombre de mails. Oui, et pas mettre systématiquement la signature non plus dans les replies de mails, sachant qu'on a déjà échangé 10 fois. On s'épargne. Allez, un petit kilo-octet par-ci par-là, c'est déjà chouette. Plus concrètement aussi, je travaille sur un logiciel de CRM dédié à l'événementiel qui s'appelle Booking Check. Et sur cette solution-là, toutes les pièces jointes sont envoyées sous forme de liens. Ce qui fait que quand on les transfère ou on les retransfère, c'est hyper léger. Elles sont sur un serveur auquel on accède quand on a besoin. Donc, quand on envoie 1, 2, 3, 4 versions de devis ou quand on doit envoyer une pièce jointe pour montrer les atouts de son lieu, etc., en fait, on envoie juste un lien qui peut se propager à l'infini, mais qui permet de consommer beaucoup moins d'énergie au quotidien. Donc ça, j'en suis assez fière et je suis très, très contente que ça se passe comme ça. Ça passe par beaucoup de
communication avec les clients aussi, parce qu'ils s'attendent à avoir une pièce jointe et le mail dit attention, il n'y a pas de pièce jointe dans votre mail. Oui, mais c'est sous ma signature. Vous trouvez des liens qui vous l'expliquent, etc. Et on explique la démarche encore une fois. Donc on toujours est la aligné communication. Toujours la communication. Enfin, toujours c'est la communication ou de l'explication même, plus que de la communication. Parce que là, c'est pas en faisant ça que je gagne un devis. Hein. Je leur demande de faire un effort pour trouver la pièce jointe sous ma signature. C'est pas faux. Mais c'est de l'explication. La pédagogie. Il n'y a pas que de la com. Voilà, c'est ça. C'est important. Sur toutes les premières étapes et sur tous les changements, il faut de la pédagogie. C'est ça. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce que tu nous partages, tous ces conseils que tu nous donnes, ça, c'est effectivement, j'imagine, les questions que peuvent te poser des organisateurs d'événements pour comprendre un petit peu quel est ton positionnement et le positionnement de ton lieu vis-à-vis de la RSE. Moi, ce que je vois et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a quand même un sujet de, je dirais pas vérification, mais de visibilité, parce qu'il n'y a pas effectivement de label et de certification parfaitement adaptés au lieu. Alors bien évidemment, il y a la fameuse norme ISO 20121, mais je trouve qu'elle s'adresse plutôt à des lieux d'envergure, comme par exemple des palais des congrès. C'est peut-être plus adapté selon moi. Tu as tout à fait raison. Il est adapté aux grands lieux, aux gros salons et aux événements ad hoc. Pour moi, c'est une grosse matrice avec beaucoup de process à respecter. On est vraiment sur un ISO qui est pas très sexy quand on est un petit lieu, qui fait très peur. Et puis du coup, quand on rentre dedans, c'est pas du tout adapté. Donc pour les grands lieux, c'est génial parce qu'il y en a besoin, notamment pour fédérer, organiser, prioriser au niveau des équipes, parce qu'il y a souvent une multitude d'intervenants. Donc tant mieux. Ça peut éviter le gâchis de kilomètres de moquettes ou de rideaux. Ça peut forcer à les recycler. Et il y a des filières qui se mettent en place et tant mieux. Je vois encore beaucoup trop de bouteilles en plastique et de contenants jetables sur les salons. Et donc, si ces normes-là, qui sont un peu complexes, permettent aux salons, etc., d'attirer plus de monde et d'aller dans une démarche plus vertueuse, tant mieux. Et en plus, elle est internationale. Donc, pour les grands salons qui attirent des touristes, tant mieux, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus validés. Et après, ça coûte aussi. Donc, c'est aussi pour ça que c'est lié à des lieux d'envergure. C'est pas que je forcément pourrais pas simple, me le permettre. Mais alors, du coup, quand justement, parce qu'il y a cette question toujours du greenwashing, de se dire est-ce que l'engagement est véridique ou pas. Avec le temps, j'imagine que les services achats, au fur et à mesure, vont demander quelque part un peu patte blanche de pouvoir prouver son engagement. Donc, par exemple, un lieu comme toi qui n'est pas un palais des congrès, on fait comment ? Il y a quoi comme alternative ? Alors, tu parlais de communication, c'est communication et pédagogie, ça commence par là. Donc, avant même de parler de labellisation ou autre, il y a faisons ce qu'on dit, écrivons ce qu'on fait. Donc, l'engagement RSE de Pépite, il a commencé dès le premier jour avec une charte d'engagement RSE et on s'est déjà dit, on s'engageait à ça. Et donc, preuve à l'appui, on le faisait au quotidien. Mais effectivement, ça suffit pas. Toutes les grandes centrales d'achat, les plateformes, etc., qui permettent de valider le référencement d'un nouveau fournisseur ou pas, ils s'attendent à plus et ils ont raison. Et notamment parce qu'il y en a qui en profitent sur le côté ou même en frontal. Et donc, pour moi, c'est pas que de la com tout ça. Donc, même s'il n'y a pas de label dédié au lieu, il y a quand même plein de labels ou de certifications qui permettent au moins de structurer sa démarche, sa réflexion. Et puis qui, cerise sur le gâteau, permettent effectivement d'avoir ce tampon qui rassure les grands acheteurs des grands groupes. Et même les petits qui sont impliqués et qui ne veulent pas se laisser berner par de la fumée. Et donc pour le coup, il y a plein d'organismes indépendants. Ils ont chacun leur méthodologie, leur plateforme et aussi un réseau associé. Parce que moi, ce que j'ai vu dans ma démarche, c'est qu'il y avait beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de solidarité et d'échanges à l'intérieur de chacun des réseaux. Et donc ça, c'est hyper chouette. Donc rien que ça permet d'avancer et puis de partager des best practices. Et même si elles ne sont pas sectorielles, il y a plein de choses, même dans la restauration, qui s'appliquent à toutes les boîtes, y compris un coworking, y compris un bureau. Et donc, je pense notamment à Bicorp. On est en cours d'audit en ce moment. Je parle de Lucie, qui est un label plus français, mais qui a déjà 200 boîtes certifiées. Donc, ça devient significatif. Il y a de PWP qui commence à sortir aussi. Le label engagé RSE de l'AFNOR. Là, j'ai quelques doutes parce que j'ai vu des boîtes certifiées qui m'ont fait un peu tilter récemment, mais c'est toujours dans le même principe que le 221, c'est AFNOR Process 26 000. Donc, ça fait très audit qualité. Et donc, pour moi, c'est des belles coquilles, mais à l'intérieur, faut remplir les cases, mais l'intérieur des cases, il n'est pas si important que ça et ça ne me correspond pas. C'est pas grave, il y a plein d'autres choses pour le faire. Oui, tout à fait. Mais pour le coup, voilà, faire certifier sa démarche, ça va être... et son engagement, ça sera bientôt plus une option, je pense, et ça va devenir un critère de sélection obligatoire.
Donc tant mieux, on va aller tous vers le mieux, et ceux qui jouent pas le jeu et qui se font pas certifier ou qui font semblant, au bout d'un moment le couperet va tomber, et c'est la vie de l'entreprise. Il y a toujours des petits malins qui se croient plus malins que les autres. C'est effectivement un sujet, moi je l'ai traité il y a peu de temps sur Comity. On a un article justement sur tous les labels et les certifications pour montrer qu'il y a pas que l'ISO 20121 qui est pas accessible à tous. Le but, c'est que chaque prestataire, chaque lieu, les agences également puissent s'engager dans cette démarche RSE. Donc, chacun à son niveau pour que la filière globalement puisse prendre ce virage en ayant cette vision-là. Et c'est ce que tu disais à l'instant, de se dire qu'avec le temps, avec les politiques RSE de toutes les grandes entreprises qui vont s'affirmer, on va forcément arriver à un moment où on demandera une certification, un label, et que malheureusement, ceux qui n'auront pas pris le virage à ce moment-là, vont avoir un souci pour passer sur des gros appels d'offres. Et je sais qu'effectivement, au niveau de Paris 2024, c'est déjà un vrai sujet, bien évidemment, puisque les JO essayent d'être les plus responsables possibles cette année. Donc c'est plutôt intéressant de se dire, voilà, tout ça fait qu'on avance dans le bon sens. Et c'est de plus en plus intéressant aussi pour tout le monde d'arriver au fur et à mesure vers une filière plus responsable. Même si toutes ces certifications et ces labels-là sont très chronophages, demandent beaucoup d'énergie, etc., mine de rien, s'il n'y a pas de preuves, parce qu'il y a toujours derrière toutes ces certifications-là, il y a vraiment montrer la preuve de ce qu'on fait. Et donc, c'est hyper fastidieux. Il faut avoir des justificatifs sur tout. C'est un peu procédurier. Mais s'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'action non plus. Donc, à un moment donné, voilà. Dans le sens inverse, il y a le côté preuve, mais qui devrait être effectivement la cerise sur le gâteau. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver au final, et souvent c'est le sujet des labels aussi et des certifications, c'est de se dire, il y a une manière d'y arriver, ça ouvre la porte à la réflexion. C'est-à-dire qu'en général, il faut pouvoir répondre à comment on a évolué, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et je pense que ça pousse aussi à la réflexion et ça structure. Je pense qu'il y a ça qui est important, de se dire c'est une structuration de pensée et c'est s'engager sur un process. Et je pense que ça aide à se poser les bonnes questions. Ça devient au final aussi un point de réflexion et un point important de stratégie d'entreprise. Et c'est un peu ce que tu as fait, parce que tu me disais, donc là, tu es sur le travail sur B Corp. Alors, B Corp, je l'ai commencé très tôt parce que j'ai beaucoup de clients étrangers. J'anime beaucoup, j'organise beaucoup d'ateliers pour des équipes qui sont multiculturelles. Et donc, du coup, B Corp avait ce tampon à la fois américain, grand groupe, qui était important pour moi. Et la démarche était intéressante parce qu'à travers six prismes de son business, on arrive à se mesurer et puis on se pose des questions et on les pose loin. Donc, c'est à la fois sur du local, de l'environnemental, du sociétal, les employés, etc. Donc, il y a tout un cheminement intellectuel qui est hyper intéressant et qui, pour le coup, va assez vite. C'est 180 questions, tout prend du temps, mais on se pose les questions, on se les pose dans le détail. Après, c'est pas du tout sectoriel, donc on revient dans la discussion du début. Donc pour les lieux, pas forcément. Et puis, c'est pas sectoriel, et puis c'est pas du tout appliqué à un business en particulier. Donc moi, je me suis sentie un peu frustrée de me dire, bon, ok, je réponds à des cases, je mets des pièces jointes pour justifier. Mon auditeur, il est basé vraisemblablement à Londres ou aux USA, je sais même pas. Il parle pas français, il connaît pas la loi sur les apprentis qui considèrent pas comme des salariés. J'ai eu pas mal de frustration et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui me correspond si je dois écrire une histoire? Et si je dois verbaliser, formaliser l'engagement de Pépite, comment je peux faire pour que ça me corresponde et que ça corresponde à mon ambition à moi pour la société et pour mes collaborateurs et pour mes clients. Et en fait, tout ce cheminement-là m'a amené à me dire, mais en fait, c'est ça l'entreprise à mission qui est poussée par la loi Pacte. C'est le fait de s'écrire sa feuille de route, de l'inscrire dans ses statuts d'entreprise et de se mettre des objectifs associés sur le long terme et de chaque année le décliner avec des projets et se faire auditer tous les 2 ans pour avoir cette certification ou pas d'un organisme tiers indépendant, donc ce qu'on appelle les OTI, qui permettent de donner le tampon ou pas et de dire oui, en fait, tu es certifié entreprise à mission. C'est pas le tout de le dire, mais il y a toujours ce couperet à la fin. Et concrètement, ça structure vraiment la démarche, à la fois en projet, ça la structure dans le timing et ça sert vraiment de boussole au quotidien. J'adore. D'accord. Et ça m'a le cheminement de B Corp m'a permis de devenir entreprise à mission et de sentir le besoin de devenir entreprise à mission, alors qu'il a fallu 18 mois de cheminement pour que j'arrive à ça. Oui, c'est une vraie réflexion globale sur pourquoi je fais ces choix-là, comment je les fais, comment je les exploite à la hauteur de mon entreprise, pas seulement lieu, mais entreprise globale qui a un impact environnemental et sociétal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une entreprise à mission ? Parce qu'on n'en a pas tellement pour le moment dans l'événementiel. Alors, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui, dans ses statuts, indique ses objectifs
qui permettent d'accompagner la transition sociétale et environnementale dans laquelle toutes les entreprises doivent s'inscrire pour que le monde soit plus vertueux, grosso modo. Et donc, c'est une façon de formaliser l'ambition et les objectifs sociaux et environnementaux de chaque boîte, avec une expression et un vocabulaire qui est particulier à chaque société, et qui se donne pour mission de concilier à la fois la performance économique et cette contribution à l'intérêt général. Donc, il y a vraiment la notion des deux. On est là quand même pour avoir une performance économique, pour développer le business, avoir du chiffre d'affaires. Et tout ça, on le fait proprement et avec un intérêt collectif général qui est à la fois de la redistribution, mais qui est aussi des choix d'investissement au quotidien. D'accord. Donc, du coup, la loi Pacte, telle qu'on entend parler, ça fait vraiment un bout de temps que c'est là. Moi, j'ai mis vraiment du temps à comprendre à quel moment ça pouvait, moi, me concerner. Et donc, effectivement, c'est tous ces échanges que j'ai eus avec divers, à la fois partenaires ou collègues ou amis, qui m'ont permis de mûrir cette notion de statut juridique spécifique, parce que ça consiste en un acte juridique à aller déposer au tribunal de commerce du greffe en disant voilà, je deviens entreprise à mission, voici mes statuts modifiés avec telle mission. Donc on a un libellé de mission spécifique et derrière on ajoute 2, 3, 4 ou 5 objectifs qui sont inscrits dans le marbre dans les statuts et qui font partie de la vie de la boîte. Donc si demain je vends Pépites Paris, je vends avec les statuts de la boîte et son engagement. C'est possible toujours de changer les statuts à un moment donné ou de les ajuster parce que des fois, il se peut que certains se soient emportés assez vite ou pour les audacieux qui ont commencé cette démarche-là il y a 5 ans, entre il y a 5 ans et aujourd'hui, il y a des termes qui ont été complètement galvaudés et qui n'ont plus de sens aujourd'hui ou qui paraissent greenwashés alors qu'à l'époque, ils avaient du sens. Donc, il y a aussi peut-être besoin des fois de les mettre à jour, mais c'est assez rare. Donc c'est vraiment une modification constitutive en fait de l'entreprise. C'est pas juste un truc qu'on imprime et qu'on dit voilà, je vais peut-être faire ça. Non, c'est un acte juridique. Voilà, c'est un acte juridique et qui est inscrit sur le cabis ensuite. Voilà, donc c'est une des preuves qui peut être donnée aux divers services achats, provisés aux plateformes, etc. Alors du coup, c'est quoi la mission de Pépites Paris ? Alors, la mission de Pépites Paris, c'est de faire rayonner le lien social et l'engagement dans le collectif en révélant les talents de chacun et l'énergie du groupe par et dans le respect du vivant. Donc, en fait, cette notion-là, chaque mot compte. C'est vraiment important de se dire qu'est-ce que je fais, comment je le fais et comment je le fais au quotidien pour les gens et puis dans quel environnement je m'inscris. Et ça passe par des objectifs qui concernent à la fois l'équipe, les clients et le vivant. Et le vivant, c'est à la fois l'environnement, les personnes, le local. Et tout ça est décrit très bien sur la page agence de Pépites Paris ou sur les réseaux sociaux. C'est assez fastidieux de repartir à travers les 3 objectifs, mais concrètement, ces objectifs, ils se déclinent ensuite en objectifs opérationnels et en feuilles de route. D'accord. Et ça nous nourrit au quotidien, pour le coup. Et comment ça se traduit, par exemple, j'imagine dans ton activité de team building ? Est-ce que ça a un impact par rapport aux choix que tu fais ou aux offres que tu montes ? Oui, comme je disais tout à l'heure, avoir une mission d'entreprise, c'est se doter d'une boussole. Et la boussole, elle permet de garder le cap tout le temps. Donc, on ne prend pas de raccourcis, on ne prend pas les mauvais chemins. Ça implique de se remettre en question et d'acter. Et donc, typiquement, dans les activités, à un moment donné, on proposait des activités de graffiti sur des murs ou sur des feuilles, etc. Mais c'est des bonbonnes de gaz, etc. J'ai plus du tout envie de ça. Donc, on les a enlevées. Ou par ailleurs, on a toujours dans cette logique de faire rayonner le lien social et de construire de l'énergie dans le groupe, on a référencé et on travaille avec un comédien super avec lequel on organise des ateliers d'impro ou un one-man show interactif sur l'audace. Et l'idée, étant de nourrir les collaborateurs, les faire rayonner ensemble et créer un lien durable. Et donc ça passe par un catalogue qui évolue et on a parlé des tartelettes végétales et solidaires ou des savons solidaires. C'est dans cette même logique que ces ateliers ont été choisis. Mais alors, c'est quoi des tartelettes végétales et solidaires ? Comment ça se passe ? Alors, tout ça, c'est dans une logique globale. Donc, ceux qui nous écoutent ont sûrement entendu parler de la fresque du climat ou de l'atelier d'automne. Et donc, ça, c'est le pendant concret qui nous permet en tant que citoyen d'être acteur du changement et de se dire comment moi je peux agir à ma façon. Donc, je peux choisir son énergie propre aussi à la maison, mais l'alimentation et le transport sont des leviers très importants et en l'occurrence, dans l'alimentation, passer à une alimentation partiellement ou totalement végétarienne a vraiment un impact. Et donc du coup, on commence cet atelier par exemple par repartir des 3-4 chiffres clés qui ont été mis en avant dans le cadre du GIEC et des rapports pour arriver à 2 tonnes maxi en 2050. Le fameux rapport du GIEC. Le fameux rapport du GIEC. Et donc du coup, en mettant ça en perspective avec comment on peut agir au quotidien, on arrive au fait que oui, on peut manger un peu différemment et que c'est un impact énorme sur le monde de demain.
Et donc après ce jeu, ce quiz et ces interactions avec les collaborateurs, on passe en cuisine et on montre que oui, c'est possible de faire de la cuisine végétale. Donc on peut faire des tartelettes sans beurre, sans crème. Ça paraît assez... Et avec il va falloir que tu m'invites, que je teste ça. Voilà, et donc il y a plein de façons effectivement de manger différemment et d'avoir un impact au quotidien sur le monde qu'on laissera demain à nos enfants. Et donc, ça, encore une fois, c'est une question de pédagogie et d'accompagnement. Et donc ça nous nourrit, ça nous plaît et ça plaît beaucoup aux clients ici. On est ravis. On est ravis de pouvoir du coup accompagner les petites structures qui sont dans cette démarche sociétale et cet engagement au quotidien depuis longtemps et qui maintenant arrivent à en vivre et puis à propager la bonne nouvelle aussi. Parce que oui, il y a des bonnes nouvelles, on peut agir. C'est ça. C'est le meilleur remède contre l'éco-anxiété. Et donc, du coup, tu sens au niveau des participants que vous recevez qu'il y a quelque part un petit pas supplémentaire qui a été fait par rapport quand ils ont participé à un team building comme celui dont on vient de parler. Est-ce que ça change quelque part un petit peu leur manière de voir les choses, le fait d'avoir eu cette activité ludique et en même temps un peu éducative sur ces sujets-là? Ouais, ça le change concrètement. Déjà, parce qu'il y a le dialogue autour de cette thématique qui est lancé et qui nourrit toute l'activité tant qu'elle est là. Le lendemain, on envoie les photos et les réalisations dont les participants sont très fiers, mais on envoie aussi les recettes. Et toute cette vie-là, elle continue derrière. Ou quand on fait ces tartelettes végétales et qu'elles sont distribuées à une maraude le lendemain, on a les photos de la maraude. Et donc moi, je les renvoie le lendemain. Et donc, il y a une fierté aussi de continuer l'histoire et de nourrir avec du positif ce qu'on a fait au quotidien pendant les 3 heures qu'on a passées chez Pépite Paris. Moi, je trouve ça hyper intéressant de sortir du côté uniquement ludique. Alors après, je dis pas, les team building ludiques, c'est hyper chouette et il en faut. Et nous, c'est ludique aussi, mais sauf qu'on met un peu d'inspiration dedans et un peu d'engagement. Et donc, du coup, on est tout... Enfin, typiquement, quand on fait du tri aussi, on n'est pas sur de la culpabilisation. Vous triez pas à la maison, ça va pas. C'est, il y a plein de joie pour le faire. Regardez, on vous a mis un cluedo des choses qui vont dedans et qui vont pas dedans. Enfin, non, on peut accompagner et parler de choses graves avec le bon ton et avec une vision enthousiasmante. Oui, on peut passer un bon moment entre collaborateurs à partir du moment où l'entreprise qui invite souhaite aider quelque part ou accompagner ses collaborateurs dans ses prises de conscience et en même temps passer un bon moment et avoir un souvenir en équipe et que ça reste convivial. Quand on fait des ateliers zéro déchet, typiquement, et je parlais tout à l'heure, on récupère les épluchures et on en fait des frites, on en fait des chips, ou alors on les utilise pour le bouillon. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on fait ça que l'atelier est pas ludique pour autant, quoi. Ouais, Sauf que si on sait pas faire, on sait pas faire. Ou si on se dit que bien manger au restaurant, c'est forcément avoir des ingrédients chers et qu'on apprend à faire des gnocchis à tomber par terre avec ce qui reste dans le frigo parce qu'on a des menus zéro déchet qui sont le fil directeur de tous nos ateliers, d'ailleurs. Qu'il y ait des recettes ou qu'il n'y en ait pas, il y a toujours cette notion du comment limiter le déchet organique et se limiter aux petits pots de fleurs qu'on a mis au milieu de la table et qui servent de poubelle pour chaque groupe. Il y a toujours une démarche assez chouette qui vise à insuffler des bonnes pratiques et utiliser les graines plutôt que les jeter pour en faire du pesto. Enfin, il y a plein de bonnes pratiques qui sont hyper chouettes à transmettre et nos chefs adorent les transmettre. Nous, on adore être là et puis propager la bonne nouvelle aussi. Et tout ça, c'est hyper enthousiasmant et voilà, on aimerait que tout le monde le refasse à la maison et la plupart du temps, quand on le rend hyper ludique, et tout le monde est hyper content et le fait aussi. Oui, on a envie de partager aussi autour de soi, chez soi, pour reprendre un peu les bonnes pratiques et les diffuser. Donc c'est vrai que c'est un engrenage plutôt positif de se dire l'entreprise ouvre la porte à ça vis-à-vis de ses collaborateurs et derrière eux peuvent propager un petit peu la bonne parole, c'est plutôt pas mal. Si tu devais donner un conseil à ceux qui veulent justement se lancer dans cette démarche plus responsable, que ce soit aussi bien dans la conception d'un événement plus responsable ou un prestataire ou un lieu, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à tout le parcours que toi t'as fait pour en arriver là? Je dirais de prendre le temps avant de se lancer, donc vraiment penser, structurer, financer et puis ensuite déployer. Parce que la stratégie des petits pas, elle est super, mais on peut faire des grands pas si on les réfléchit un petit peu en amont. Et se donner les moyens aussi de les mettre en œuvre. Donc concrètement, se lancer dans des travaux, c'est estimer à juste prix quel matériau prendre, par qui passer, etc., pour que ce soit durable et sur le long terme. Et on n'a pas le choix, quand on aménage un lieu, de le refaire à zéro depuis le début. Et donc, il y a un moment donné où il faut se poser, il faut se dire quelle est mon ambition pour ce lieu, est-ce qu'il correspond à qui je suis aujourd'hui, ce que je veux faire de ce lieu aujourd'hui et demain. Et donc, il y a des arbitrages, à la fois en termes de coûts, de prestataires, de matériaux, etc., qui sont essentiels dès le début. Donc, posez-vous.
et puis après dérouler. Une fois que c'est clair, une fois que vous avez votre propre boussole, qu'elle soit labellisée ou pas, au moins vous partez dans la bonne direction. Parce que sinon on est encore comme du fast shopping. Enfin, si c'est acheter pour jeter après, ça n'a aucun sens. Tout à fait. Mais c'est vraiment je pense que c'est ce qu'il faut retenir globalement sur les événements responsables. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut se poser et il faut se reposer les bonnes questions et il faut travailler sa conception bien en amont. Et c'est pas effectivement une semaine ou 2 semaines avant en se disant au fait qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets, tiens au fait qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a produit. C'est dans la conception qu'il faut intervenir et faire les bons choix et je pense que c'est ce que tu dis aussi à travers les choix que toi tu as pu faire et qui sont des choix forts dans le développement de ton lieu. Et puis c'est un investissement business nécessaire en fait. Et c'est rationnel parce que sans ça, demain, le business, il ne rentre pas non plus. Parce que heureusement, on a des clients exigeants et heureusement qu'il y a des plateformes qui soient exigeantes aussi. Heureusement que tout le monde s'engage dans une démarche RSE. Donc, il y a aussi un choix économique de faire les bons investissements dès le début parce que sinon, c'est des appels d'offres perdus et puis, c'est pas de business à la fin. Donc, à un moment donné, voilà. Et le dernier truc que je dirais aussi, c'est on parle souvent de fake it until you make it. Donc, c'est fait semblant jusqu'à temps machin et puis au bout d'un moment, ça va venir. Donc, quand on se lance en start-up, c'est on fait comme si on avait le produit, on le prévend et puis après, on improvisera le moment venu. Ça marche pas du tout quand on a un lieu événementiel. C'est plutôt l'inverse. C'est think it et puis après, voilà, on pense, on fait et puis après on en parle et pas l'inverse. Dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est trop structurel. C'est pas juste de la pensée, c'est pas juste des idées, donc ça marche pas comme ça. Tout à fait. D'ailleurs, pour finir, parce que ça y est, on arrive à la fin de notre échange, je vais te demander de répondre à la question clé de cet épisode. C'est quoi, selon toi, un lieu événementiel responsable aujourd'hui ? Pour moi, c'est un espace de vie qui s'appuie sur des équipes, des partenaires et des fournisseurs choisis avec soin et qui sont valorisés et pour lesquels leur démarche est expliquée au quotidien et soutenue. Je vais finir par un gros coup de cœur que j'ai pour un fabricant de confitures qui s'appelle les confitures Rebelles, que vous pouvez trouver au Monoprix notamment. Les confitures Rebelles, c'est quoi ? C'est un peu toute l'âme que j'ai dans Pépite Paris. C'est des confitures qui sont créées à partir d'invendus récupérés dans des supermarchés ou sur des marchés, qui sont mises en pot avec très peu de sucre par des femmes qui sont dans des cités du 93, qui ont été exclues du marché de l'emploi pendant longtemps et qui fabriquent les confitures, les mettent en pot et viennent les apporter. Et donc, à chaque fois qu'on fait un atelier Top Chef, par exemple chez Pépite, on offre un pot de confiture à partager en équipe plus tard et à mettre dans le frigo du bureau. Et on parle de ces femmes qui sont inscrites dans ce modèle vertueux qui est à la fois, on reprend des invendus, on en crée de la valeur, on travaille et on est fiers de ce qu'on fait et on a des partenaires qui nous font confiance pour ça. Donc, j'en avais entendu parler, c'est vrai que c'est une super initiative, c'est des entrepreneuses à suivre et n'hésitez pas effectivement à aller découvrir un peu toutes ces boîtes qui se lancent et qui accompagnent le changement de notre société et c'est plutôt super à regarder. Sophie, merci beaucoup d'avoir partagé tous ces conseils avec nos auditeurs. Merci à toi, merci pour l'accueil, pour me permettre de partager ce qui m'anime au quotidien avec l'équipe et avec tous mes fournisseurs. C'est vraiment super important, les fournisseurs et les partenaires. Tout seul, on n'est rien. C'est ça, donc il faut tous y aller. Et j'espère que ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous l'avez noté et que vous allez réfléchir à la manière dont vous allez structurer votre démarche et vous engager pour accompagner aussi le changement de cette filière événementielle pour que tous les événements deviennent plus responsables. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez désormais une vision plus précise de ce que vous pouvez attendre d'un lieu responsable. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.